Quand on commence à exercer un métier de la relation, qu'on soit thérapeute, coach, travailleur social ou dans n'importe quel métier, on fait toutes et tous des erreurs. Bon, c'est le cas dans tous les métiers, mais c'est vrai que dans les métiers de la relation, on peut quand même avoir une tendance à culpabiliser davantage de l'effet que nos erreurs peuvent avoir sur les autres. Parce qu'on est quand même dans des professions dans lesquelles on veut toujours donner le meilleur de soi-même, parce que en face de nous, il y a des personnes qui attendent quelque chose de nous, qui parfois sont en détresse, sont en souffrance, veulent résoudre des problèmes qui se posent à elles, et ça peut être très difficile d'avoir l'impression de ne pas être au rendez-vous, de ne pas être suffisamment compétent et de faire des erreurs dans ces moments-là. Mais c'est inévitable, on va faire des erreurs, et c'est cette expérience-là qui va être très importante par la suite. Et en ce qui me concerne, je sais que j'ai vraiment beaucoup apprécié avoir l'expérience de thérapeutes plus expérimentés, de savoir quelles sont les erreurs qu'ils avaient fait eux-mêmes et quels apprentissages est-ce qu'ils en avaient tiré pour bénéficier de toute cette expérience. Donc dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 principales erreurs que je me suis vu faire au début de ma carrière de psychologue, avec cette idée de vous offrir très humblement cette expérience si jamais elle peut vous intéresser. Maintenant, après cette introduction, on est parti pour la première. Et cette dernière, ça sera le fait de ne pas avoir de modèle théorique de référence. En fait, dans les débuts de ma carrière, je me suis rendu compte que j'avais été un petit peu à droite à gauche, piocher ce qui me plaisait dans les différents courants théoriques. Alors c'est vrai que j'avais été davantage formé à un courant en particulier, mais j'aimais bien cette idée de thérapie intégrative. Et je me disais, tiens, c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs modèles théoriques pour venir comprendre les choses, etc. Et je pense aujourd'hui que ça, éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut être capable de faire quand on a beaucoup d'expérience, mais quand on est un jeune professionnel, que l'on débute, je trouve ça essentiel de pouvoir se perfectionner, de pouvoir vraiment étudier à fond un modèle théorique de référence. En fait, ça se base vraiment sur cette idée que le fait d'avoir un canevas théorique, ça va permettre d'avoir une certaine cohérence dans les accompagnements qu'on va pouvoir proposer. C'est également ce qui va permettre de pouvoir se perfectionner sans partir dans tous les sens et d'acquérir au plus vite une certaine forme d'autorité dans l'exercice de sa profession. Alors, je tiens à dire que la définition de l'autorité que j'utilise maintenant, c'est la définition que vous retrouverez dans l'ouvrage du docteur Reynaldo Perón et de Yara Doumit-Nofal, Provoquer le changement. J'avais déjà parlé dans une vidéo sur les 4 piliers de l'intervenant, vous savez. Vraiment, ce pilier de l'autorité, c'est la crédibilité que l'on s'accorde à soi-même. Les 2 sources de cette autorité sont la connaissance et l'expérience, et c'est vraiment très important pour pouvoir s'auto-crédibiliser dans les accompagnements. Il n'y a rien de pire qu'aller consulter, qu'aller voir un professionnel qu'on sent tâtonnant, qu'on sent hésitant, qui nous donne l'impression de ne pas vraiment être sûr de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il nous propose. Donc je pense vraiment que le fait de choisir un courant théorique en particulier, d'aller se perfectionner dans ce courant-là, c'est quelque chose qui va permettre de bâtir beaucoup plus rapidement cette autorité professionnelle. Ensuite, la deuxième erreur, vous allez voir, elle peut paraître paradoxale avec la première, c'est le fait de croire en sa théorie. Donc vous allez peut-être vous dire, il est complètement fou celui-là, il nous dit qu'il faut choisir une théorie, et qu'en même temps, il faut pas y croire. Et ben oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je considère que en même temps que c'est extrêmement important d'avoir un socle théorique de référence, c'est aussi très important de ne pas venir y croire au sens d'une croyance, vous voyez. Parce que le risque, ça va être de tout interpréter en fonction de ce modèle théorique, donc du coup à donner plus d'importance, à mettre en lumière les éléments qui vont dans ce sens-là, et à placer dans l'ombre tous ceux qui ne renforcent pas cette cohérence théorique. Vous savez, c'est la métaphore de ce type qui est là, au bord de la route, en pleine nuit, sous un lampadaire en train de chercher ses clés, et puis un automobiliste s'arrête, lui propose son aide, donc il commence à chercher avec lui autour de ce lampadaire, et au bout d'un moment, ne trouvant pas les clés, il lui demande « Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous avez perdu vos clés là ?» Ce à quoi le bonhomme lui répond « Bah non, mais comme il n'y a qu'ici qu'il y a de la lumière, c'est là que je cherche. » Enfin, même si ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, c'est pour moi le risque fondamental si on vient trop croire à sa théorie, c'est qu'on finisse par ne chercher qu'à cet endroit, alors que parfois la solution se trouve dans l'ombre juste à côté. Donc il faut être capable de toujours garder cette ouverture d'esprit et de garder à l'idée qu'une théorie est aussi faite pour être remise en question, pour évoluer et pour pouvoir venir étendre sa zone de lumière.
Ensuite, pour moi, la troisième erreur fondamentale, ça serait de venir se considérer comme étant un sachant. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le tout-puissant, celui qui sait mieux, qui est plus compétent et qui a les réponses à toutes les questions. C'est le fait de toujours garder à l'esprit que les personnes sont expertes de leur situation, qu'elles disposent de leurs propres compétences, de leurs propres caractéristiques, et que c'est justement le rôle du thérapeute de venir révéler, de venir activer les compétences propres au système client. Et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir conserver cette fluidité relationnelle, une certaine forme de symétrie dans laquelle le professionnel ne se considère absolument pas comme étant supérieur à la personne qui vient le consulter. Moni El-Kaïm, notamment, aimait bien cette position de non-savoir dans la manière dont il conduisait les thérapies. C'est ce qui pouvait par ailleurs être assez déroutant pour les personnes qui l'accompagnaient, on peut voir ça dans ses ouvrages quand il raconte les séances de thérapie, mais ça produisait vraiment des résultats très intéressants. Il y a même certaines approches qui ont cette philosophie de ne développer aucune forme de théorie à propos du client, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, la quatrième grande erreur dont je voulais vous parler, c'était le fait de vouloir sauver les gens. Et on peut dire qu'on ne vient pas par hasard dans un métier de la relation, que ce soit un métier de thérapeute, de travailleur social, un métier de coach, etc. Il y a toujours des raisons qui nous poussent à aller vers ce type de profession. Et comme le dit André de Châteauvieux dans une vidéo que j'ai pu faire avec lui, il va s'agir pour le professionnel de venir élucider d'une certaine manière les raisons qui l'ont conduit à exercer sa profession pour ne pas venir reproduire, pour ne pas venir calquer des choses qui lui appartiendraient sur les personnes qui l'accompagnent. Si on a cette vocation à aller sauver les gens, c'est vraiment cette forme d'intuition altruiste qui peut ne pas être très pertinente dans les accompagnements parce que d'une certaine manière, ça nous rend indispensables au système que l'on accompagne, que ce soit une personne, un couple, une famille, etc. Et donc du coup, si on reste dans cette forme d'intuition altruiste, c'est un petit peu comme si je le dis d'une manière un peu provocante, on vient fidéliser la clientèle parce que en se rendant indispensable, on fait en sorte que les gens aient tout le temps besoin de nous. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement agréable en tant que thérapeute, que d'avoir vraiment le sentiment qu'on apporte quelque chose aux gens, qu'on est capable de les sauver, que vraiment ils ont besoin de nous dans leur vie et qu'on leur apporte une aide inestimable. Mais j'ai appris avec l'expérience qu'il faut être extrêmement attentif à ce type de positionnement. Et maintenant, quand je sens que j'ai cette forme d'intuition altruiste qui commence à pointer le bout de son nez, ça allume tout de suite une alarme dans mon esprit et j'essaye d'y prêter le plus d'attention possible. Et maintenant, la cinquième grande erreur, ce serait de considérer que le fait d'avoir un problème et de s'en plaindre signifie forcément le fait d'avoir la volonté de le résoudre. Je pense qu'à mes débuts, je ne prenais pas assez le temps de venir traiter la demande de manière à ce qu'elle soit résolvable et je pouvais rester bloqué dans un style de demande du style faire part, s'acquitter de mandat, etc. Si jamais vous êtes intéressé notamment par cette question des types de demandes, je vous renverrai également vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette des notifications si vous êtes intéressé par la parution du contenu qui a rapport avec la psychologie et plus particulièrement l'approche systémique. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.